todos al oeste, hola amigos y amigas. Vous êtes bien dans Tous à l'Ouest, le podcast de Western Movies, site et forum consacré au western depuis 2004. Nous sommes ensemble pour un nouveau podcast avec deux invités. Pour cette chevauchée vers le Mexique, nous serons accompagnés ce soir de Art et Yves 120, que vous connaissez de nos précédents podcasts. Bonsoir, hola amigos. On ne vous présente plus. Buenas tardes. Et bonsoir. Donc Marc, que l'on a entendu sur Julie Adams, La fille du désert, End of the Trail et plein d'autres choses. Et puis Yves qui, selon Limpy, a une voix d'un oncle ours bienveillant de dessin animé, qui nous a parlé entre autres d'Alan Ladd et Arlendal. Alors je vous rappelle que vous pouvez visionner nos précédents podcasts sur westernmovies.fr, notre chaîne YouTube et les plateformes en ligne comme Apple et Podcast Addict. Alors ce soir, vous allez nous emmener au sud du Rio Grande, vers le Mexique, mais pas pour un lieu de tournage. Nous vous proposons un nouvel portrait d'une actrice après les épisodes 8 et 9 sur Julie Adams et Arlendal. Et Marc va nous parler d'une actrice mexicaine emblématique, Katy Jurado. Katy Jurado, c'est une actrice de western particulière. C'est une mexicaine d'origine, et elle a toujours d'ailleurs été mexicaine. Je pense qu'elle a toujours gardé la nationalité mexicaine. Elle a fait beaucoup de grands westerns. On va le voir, beaucoup de grands films. Elle a tourné avec de grands metteurs en scène, mais elle a fait beaucoup de westerns. C'est peut-être l'actrice mexicaine la plus connue aux États-Unis, une des plus connues en tout cas, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs autres. Mais bon, Katy Jurado, elle est vraiment connue parce qu'elle a fait des films marquants et pas seulement des westerns. Elle est aussi particulière par son type de beauté. Elle est belle. Mais c'est pas une beauté classique. C'est pas, par exemple, la beauté classique de sa compatriote Dolores del Rio, qui vraiment était très très belle. Katy Jurado, elle est belle. Il y a une sorte de mélange de sensualité. Puis elle est un peu sulfureuse aussi. Et on le retrouve ça dans ses films. Donc elle est particulière. On lui a donné de beaux rôles. Mais voilà, son physique aussi est spécial. Je dirais pas que parfois, selon ses expressions, elle est presque inquiétante. Il y a même je dirais pas de la laideur, mais de quelque chose d'un peu crispant quand on la voit. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, elle peut paraître très très douce. Elle a un physique qui lui permet de faire beaucoup de choses. Bien, alors avant de parler d'elle, je voudrais juste dire quelque chose au sujet de la prononciation de son nom. Tous ce soir, on va mal prononcer son nom parce qu'on va le prononcer à la française. Normalement, on devrait dire Katy Jurado. En fait, en espagnol, à la mexicaine, et c'est difficile à dire parce que en espagnol, quand vous avez un J et un R dans le même mot, c'est là que les ennuis commencent. Donc, on va dire Jurado. Les Américains disent Jurado. Nous, on va dire Jurado à la française. Mais bon, on le prononce mal, il faut le savoir. Il aurait fallu inviter Ombre, qui nous aurait prononcé le nom de Katy de façon impeccable pendant tout le podcast. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Il faut savoir aussi qu'au Mexique, elle est extrêmement célèbre, extrêmement connue. C'est une icône du cinéma mexicain. À Mexico, à Querétaro, à côté de Mexico, il y a des murs où on voit des portraits de Katy Jurado. Il faut savoir qu'il y a un portrait de Katy Jurado qui a été fait par Diego Rivera, qui est le plus grand peintre mexicain, à mon avis, qui est à égalité avec Frida Kahlo, qui était d'ailleurs la compagne de Rivera. Et voilà, c'est montrer l'importance qu'elle a. En Mexique, c'est une icône. C'est une icône. Les Mexicains en sont très fiers pour sa personnalité et pour son travail. Katy, en fait, contrairement à la légende, elle avait toute une carrière au Mexique avant d'être connue aux États-Unis. La légende dit qu'en fait, Katy Jurado, elle a été découverte par Bud the Boy Teacher
parce qu'il cherchait une actrice mexicaine. Elle a été découverte par hasard dans les arènes de Querétaro et il est tombé en admiration devant elle. Il a voulu l'embaucher dans le film qui venait tourner au Mexique, The Buttfighter and the Lady. Et en fait, voilà. Ça c'est pas vrai, c'est la légende. Mais quand Boy Teacher en 51 a vu Cathy Jurado, Cathy Jurado, elle travaillait déjà dans le cinéma mexicain depuis 1943. C'est une enfant de la balle, hein. Elle avait de la famille qui était dans le spectacle, dans le cinéma. Bon, on va pas trop parler de ça. Elle commence en 43. Donc elle commence en 43, c'est-à-dire à 19 ans. Et bon, dès son premier film, elle joue avec Urueta, qui est un très grand metteur en scène mexicain, dans un film qui s'appelle No Matarás, tu ne tueras point. Donc, et elle va tout le temps tourner avec enfin presque tout le temps avec des grands metteurs en scène. Hein. Alors bon, le cinéma mexicain des années 40, il n'est pas très connu, mais il y avait déjà des grands metteurs en scène comme René Cardona ou Ismael Rodriguez. Et bon, ces films sont assez difficiles à voir. Alors, on peut en voir quelques-uns. On a vu qu'il y avait Prison de Sueños, la prison des rêves, qui est un film qu'on peut voir, qui est assez beau. C'est déjà avec des acteurs qui nous disent quelque chose, hein, puisqu'il y a Rodolfo Acosta qui joue dans ce film. Mais en fait, Cathy Jurado, les Mexicains s'en souviennent pour un film qui s'appelle Nosotros los Pobres. Ça veut dire nous les pauvres. Et c'est le premier film d'une trilogie qui est très très célèbre au Mexique. Hein. Nous, en France, on a la trilogie de Marius de Pagnol. Et les Mexicains, ils ont la trilogie de Pepe el Toro. En fait, Pepe el Toro, c'est pas un taureau, c'est un homme, hein, c'est un charpentier mexicain. Et pendant 3 films, on voit comment il vit avec sa famille, avec un groupe d'individus. Alors bon, ça dépeint un peu le sous-prolétariat mexicain, de la ville de Mexico. Ce sont des films qui s'apparentent un peu au néo-réalisme italien, mais bon, c'est pas tout à fait ça quand même, hein. C'est peut-être un peu moins théâtral. Le néo-réalisme italien est pas théâtral, mais le cinéma italien est un peu théâtral, donc ça c'est un peu entre les deux. Dans le premier, donc Nosotros los Pobres, on voit déjà Cathy Jurado, donc on la voit dans le film là, qui prend la pose. Alors voilà, je disais tout à l'heure, une femme sensuelle mais aussi sulfureuse, c'est déjà elle. C'est déjà elle dans ces films mexicains où elle va déjà peaufiner son personnage. Et bon, elle n'a joué que dans le premier film de la trilogie, mais les Mexicains s'en souviennent bien. Elle a vraiment marqué. Donc là, elle est aux côtés d'une autre icône du cinéma mexicain, qui est Pedro Infante, qui est une légende, hein, du cinéma mexicain, qui fait le rôle de Pepe el Toro. Pour ceux que ça intéresse, il y a eu donc 3 films, mais bon, Cathy n'est que dans le premier. Le deuxième film s'appelle Ustedes los ricos, vous les riches. Après nous les pauvres, c'est vous les riches. Et le dernier, ça porte le titre du héros principal, Pepe el Toro. Donc voilà, Cathy a joué que dans le premier, mais les gens s'en souviennent bien. Alors après, bon, elle a tourné donc encore des films, hein, pendant 10 ans elle a tourné des films, enfin pendant 8 ans elle a tourné des films avant de jouer dans le film de Boy Teacher. Il y en a un qui s'appelle Cárcel de Mujeres, prison de femmes, de Miquel Delgado. C'était au début des années 50. Alors c'est intéressant parce qu'elle joue avec 2 autres actrices mexicaines qui sont aussi utilisées par le cinéma américain, Miroslava et Sara Montiel. Et on arrive donc à 1951. Bullfighter and the Lady. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est un film de Boy Teacher. Boy Teacher, fan de tauromachi, va au Mexique, veut tourner un film sur les toreros, sur les corridas. Donc, alors il faut un héros américain parce que bon, l'histoire, c'est un héros, c'est un Américain qui veut torer. Et il y a un toréador donc mexicain qui est joué par Gilbert Roland. Et là, il engage Cathy Jurado, qui donc l'a vu, hein, dans les arènes. Alors il faut savoir que le film c'est un République et qu'il est produit par John Wayne. Ça va avoir son importance parce qu'en fait, alors le film il est bien.
Boy Teacher, on était très fiers, hein, c'était un de ses 3 films favoris, mais c'est un film qui n'a pas eu de chance. Parce que, en fait, la version intégrale de Bullfighter and the Lady durait 124 minutes. Alors, ça paraissait un peu long aux gens de Republic Pictures, et en fait, Wayne a demandé à John Ford ce qu'il en pensait. John Ford a dit c'est pas mal, mais c'est trop long. Et là, il a mutilé le film. Hein. C'est Ford qui a monté le film, mais bon, clairement, il l'a mutilé puisqu'il l'a ramené de 124 minutes à 87 minutes. Donc un film dont on ampute un tiers, ça n'a plus grand-chose à voir avec le film que voulait montrer le metteur en scène à l'origine. Et c'est ce film-là qui est sorti, c'est ce film-là qui a été montré. Bon, il avait quand même des qualités, puisque Boy Teacher, il a été proposé pour l'Oscar du meilleur scénario, mais en fait, le film, c'était plus ça. Et manque de chance, Ford, ce qu'il aimait pas, c'était tout ce qui était mexicain, coutume mexicaine, etc. Il voulait s'intéresser surtout aux réactions de l'Américain dans le milieu mexicain, mais pas tout ce qu'il y avait autour. Donc, en fait, Gilbert Roland, une partie de son rôle est passée à la trappe, Letty Jurado, on l'a moins vu. Et donc, bon, c'est dommage. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que on peut voir aujourd'hui la version intégrale de 2h04 de Bullfighter and the Lady, puisque Robert Stack avait une copie intégrale. Je ne sais pas si c'était sa propriété, mais elle était dans sa collection. Et en fait, dans les années 80, elle a été réutilisée, même un peu avant, je crois. Et maintenant, les DVD qui sortent, hein, notamment le DVD Olive Films, mais les Japonais aussi l'ont sorti dans une belle édition, eh bien, on peut voir le film dans la version intégrale. Alors bon, tant pis pour John Ford, mais tant mieux pour Boy Teacher, tant mieux pour les spectateurs, parce que en fait, c'est vraiment ce qu'a voulu faire Boy Teacher. Effectivement, Bullfighter and the Lady, ça a débouché sur l'engagement de Cathy sur le film suivant, qui était Le train sifflera 3 fois. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. C'est un très bon film, comme tu as dit, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé sympa, mais bon, En fait, les Américains ne faisaient pas tellement de films comme ça. C'était la vision américaine. Et là, Boy Teacher, il a montré autre chose. Il a montré comment ça se passe au Mexique, comment réagissent les gens. Et c'est ce qu'avait coupé John Ford, d'ailleurs. Hein. Pour parler c'est vrai, tu as parlé de la beauté de Cathy Jurado, à juste titre, c'est vrai. Elle a quelque chose moi, personnellement, je trouve de très sensuel. Et elle fait sensuelle, elle fait bestiale un peu, c'est le style mexicain, mais elle a cette allure-là. Elle a quelque chose de merveilleux avec ses pommettes ou tout ça. Elle sait faire un peu moqueuse. Elle est capable elle joue des pommettes, pas des paupières, elle, c'est des pommettes, des faussettes, je veux dire. Elle a aussi une petite bouche par moments un peu méprisante, qu'elle maîtrise à la perfection, qu'elle sait très bien faire. Et elle fait ça dans son jeu de visage, hein. Des petites expressions de temps en temps. On sent la femme du sud, la mexicaine, bien. C'est intéressant parce que ça me fait penser à quelqu'un qui a les mêmes expressions, et c'est un homme, c'est Elvis Presley. Il fait un peu la moue dédaigneuse, et elle aussi. J'ai trouvé, c'est deux personnes qui ont ce truc. Ça lui donne un genre, quelque chose de pas mal. Et en plus, elle a joué avec Presley, une fois. Micmac au Montana. Bien sûr, voilà. Donc, c'est ça. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais bon. C'est toujours bien les films d'Elvis, c'est dépendant. On va peut-être parler donc du film suivant, qui est célébrissime évidemment. Hein. Elle le tourne en 1951 et le film sort en 52. High Noon, Le train sifflera 3 fois de Fred Zinnemann. Elle commence à jouer ce rôle de Mexicaine qu'elle va jouer souvent au rôle d'indienne, de Mexicaine, mais là c'est une Mexicaine. Donc le rôle de Helen Ramirez, l'ex-maîtresse du héros, Gary Cooper, mexicaine, belle femme, qui est assez... On voit que c'est un peu le destin, hein, Hélène Ramirez, le personnage de Cathy Jurado, elle est habillée en noir, c'est la marque du destin, le destin qui semble qui va emporter le héros, voilà, c'est la tragédie. Peut-être même la fatalité, ce qui ne sera pas le cas forcément dans un western américain, mais
C'est un peu ce qu'elle personnifie là. Elle est brillante, elle est extrêmement brillante dans ce film. Elle va avoir le Golden Globe. Ce sera la première actrice hispanique, de type hispanique, on va dire comme ça. Bon, c'est une connotation que j'aime pas trop, mais bon, on va le dire comme ça, qui va avoir le Golden Globe et elle va être nominée à l'Oscar du meilleur second rôle. Elle l'aura pas, mais bon, c'est déjà bien. Bon, on connaît tous le film, c'est un des sommets du western. Il y a une photo qui est très intéressante, c'est une photo où on la voit à côté de Grace Kelly. Elles sont côte à côte, hein, c'est le moment où Gary Cooper renvoie les deux femmes, il ne veut pas qu'elle le voie se faire tuer, et donc elles partent tous les deux à la gare, et il y a une photo donc on voit sur la calèche Grace Kelly d'un côté, et Cathy Jurado de l'autre. Moi, c'est une photo que je trouve saisissante, parce qu'on voit deux types de femmes très différentes. Alors bon, faut savoir qu'elles aiment le même homme, mais elles sont très différentes, cultures différentes, même morphologie, races différentes. Hein. Et bon, d'un côté, on voit la blondeur de Grace Kelly, l'innocence du personnage, et de l'autre côté, on voit Cathy Jurado, on voit déjà qui est une femme déjà qui a du caractère et qui a vécu quand même. Hein. C'est pas du tout le même genre. Alors bon, on est dans un western américain. On sait que bon, le héros à la fin partira avec la blonde, avec Grace Kelly, avec l'innocence. Et bon, comme souvent, la brune, la mexicaine, l'indienne même sera sacrifiée, comme souvent dans le cinéma américain. Mais bon, cette photo, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle montre ça. Et quand on connaît le film, c'est très frappant. Et en plus, bon, on voit le physique des deux femmes. Hein. Elles sont extrêmement belles toutes les deux, mais c'est presque le blanc et le noir, quoi, l'ombre et la lumière. Je suis d'accord, hein, c'est très magnifique ce que tu dis. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que vraiment, ça représente bien ça. C'est une entrée fracassante de Cathy Jurado dans le cinéma américain et dans le western, parce que même si le personnage de Cooper, il est très très fort, il y a plein de gens qui sont bien autour de lui, hein, qui sont de bons acteurs, et puis il y a Grace Kelly qui est marquante aussi, mais elle a un rôle beaucoup plus développé que Cathy. Ben, Cathy, on s'en souvient, et cette image de Mexicaine qui compte pour le héros, mais qui sera pas choisi, qui sera sacrifié, comme je le disais, eh ben, elle le personnifie magnifiquement. Elle était tellement marquante dans le rôle d'Hélène Ramirez qu'en 66, quand on fera on a fait plusieurs remakes et plusieurs suites du Train sifflera trois fois, mais il y en a un c'est peut-être le moins connu, un remake TV en 66. Je crois que c'est Peter Fonda qui fait le fils de Gary Cooper. Et dans ce remake, dans cette suite plutôt, eh ben, elle reprend le rôle d'Hélène Ramirez. Donc voilà, à quel point elle a été marquante. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu un autre remake avec Lee Majors aussi, je crois, à la télé. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais celui-là est assez intéressant puisqu'en fait, dans l'histoire, je me souviens, le personnage de Gary Cooper, enfin, d'après ce qu'ils disent, il a été tué par vengeance par les fils d'un des hors-la-loi qui était tué, et puis maintenant le Peter Fonda qui fait le fils du shérif veut se venger à son tour, et voilà, il y a encore Cathy Jurado ici. Moi, je trouve que pour le Train sifflera trois fois, en fait, la grande vedette, pour moi, qui m'a impressionné, c'est Cathy, justement, parce qu'elle fait pendant tout le film, elle fait la femme d'expérience, qui connaît les choses, qui connaît plein de trucs beaucoup plus fortes que le couple, en fait, Gary Cooper et Grace Kelly. Et c'est elle qui apprend, à la fin, qui apprend la vie, l'amour qu'elle a qu'elle n'a pas eu avec Gary Cooper, mais que grâce à la chance de pouvoir vivre, elle apprend tout. Et Grace Kelly découvre cette chose, cette femme magistrale qui est Cathy Jurado, et elle finit par, justement, la fin, on connaît la fin, c'est magnifique. Et je trouve que le rôle de Cathy Jurado est très fort, très puissant dans ce film. Aussi fort que Gary Cooper. Grace Kelly, c'est un peu plus léger, mais c'est bien. Le film en lui-même, il est très bien, c'est formidable, hein, il n'y a rien à dire, tout le monde le connaît. Mais Cathy Jurado fait quelque chose d'une composition magistrale et remarquable. D'autant plus que je te dis qu'elle a été nommée à l'Oscar, hein, donc la réaction que tu as, je pense que c'était
la réaction de beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs et même des gens du métier, hein, puisqu'elle a été proposée à l'Oscar du meilleur second rôle, et elle a eu le Golden Globe, ce qui est quelque chose quand même. Ah oui, c'est comme l'Oscar pratiquement. Oui, c'est comme l'Oscar. Oui, on parlait de ce film, on disait que c'était le genre surhumain, un peu comme Shane, un peu au-dessus de... Alors que c'est tout à fait un film normaux, quoi. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce film, c'est qu'on voit le héros qui a peur. Et ça, c'est quand même assez rare. Hein. Il a vraiment très très peur. Il est même terrifié. Il sait pas comment il va faire. Il cherche, il court dans la ville pour chercher de l'aide. Et en plus, c'est Cooper, quoi. C'est pas n'importe qui. Hein. Et c'est fort. Il a peur, mais en même temps, il a le courage, un courage fou. Et on voit justement, j'y reviens à Cathy Giorgio, qui n'a pas peur. Elle est forte que c'est pas possible, quoi. Et fataliste, on sent la fatalité quand elle attend le train et tout, c'est magnifique. Oui, c'est le destin. Moi, je trouve qu'elle symbolise un peu le destin, la destinée. C'est pour l'étoile du shérif, en fait, que Gary Cooper jette à terre. Quand tous les acteurs ont vu cette chose-là, John Wayne en particulier, a fait une petite polémique en disant « Je ne jetterai jamais, moi, mon étoile à terre et marcher dessus ». Alors que Cooper ne marche pas sur l'étoile. Sa botte va au-dessus et la touche pas. Je trouve que c'est une polémique à la noix, mais bon. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Marc. Je suis complètement d'accord et je trouve que le film, il joue beaucoup sur le contraste entre Grace Kelly et Cathy Jurado. À savoir que Grace Kelly, elle a toujours ses tenues blanches, alors que Cathy Jurado, sont des tenues beaucoup plus sombres. Et bien évidemment, je te rejoins pour dire que le film, il met vraiment bien en valeur Cathy Jurado. Et il y a une scène que je voulais montrer en quelques plans. Je trouve que ça résume un peu son jeu. Fred Zinnemann, il construit la tension lorsqu'il y a cette rencontre avec Gary Cooper. On commence par un plan un peu large. Elle a très peu de dialogue, c'est Cooper qui parle, mais elle arrive à être très expressive avec son regard. Et puis, plus on avance dans la scène, plus la caméra se passe à des gros plans de Cooper. Et il y a aussi un autre moment où son expression, son regard, ses yeux sont assez fascinants. Alors le premier moment, c'est lorsque le passage que tu citais juste avant, lorsqu'elle raccompagne Grace Kelly sous le regard de Cooper et elle tourne la tête pour le regarder et sans dire un mot, tout est dit. Et il y a un autre moment plus tard où lorsqu'elle monte dans le train et qu'elle croise Frank Miller, là aussi un petit regard et qui exprime beaucoup de choses. Et je voulais aussi citer ce qu'elle dit à un moment. Elle dit « Si Kane était mon mari, je ne le laisserais pas partir. Je prendrais une arme et je me battrais. » Et c'est clairement l'opposé du personnage, alors tu disais plus développé, mais qui est aussi un peu plus lisse de Grace Kelly. Et je trouve que cette citation résume beaucoup les rôles qu'elle a joués et peut-être la femme en elle-même, puisqu'elle avait dit qu'elle était très fière de ce film car elle jouait et paraissait comme une Mexicaine et non pas une imitation. Et on le ressent, tout ce que vous dites là, on le ressent vraiment, on le vit avec elle, elle fait le film, elle porte le film malgré tout. Malgré que la star soit Gary Cooper, c'est clair, mais elle a quelque chose de magnifique dans ce film, pas à dire. C'est un film qui était, comme le disait Vincent, un tremplin formidable. Et en fait, ça va lui ouvrir énormément de portes. On est en 1952, ça va lui permettre de tourner aux États-Unis. D'abord dans des personnages un petit peu stéréotypés, mais pas toujours. Et en tout cas, elle va avoir aussi de très bons rôles. Donc, à partir de là, elle va avoir des propositions de travail importants aux États-Unis. Elle va quand même faire, alors je voulais juste qu'on s'y arrête un instant, un film encore au Mexique. Elle va encore faire un film au Mexique en 1953. Elle va, avant de partir faire une succession de films aux États-Unis, elle va faire un film avec Luis Buñuel, Cathy Jurado
a travaillé avec Buñuel dans un film qui s'appelle en espagnol El Bruto, La Brute, qui est joué par Pedro Armendáriz, super vedette au Mexique. Le film, quand il est sorti en France, il s'est appelé L'Enjôleuse. Alors, c'est pas La Brute, c'est L'Enjôleuse, rien à voir dans la traduction. Mais L'Enjôleuse, c'est Cathy Jurado. Là, on voit cette très belle photo, encore très sensuelle, de Cathy Jurado, qui est couchée dans un déshabillé vaporeux. Et effectivement, L'Enjôleuse, je suppose que les gens qui ont été voir Il Bruto, ils ont aussi été voir L'Enjôleuse, ils ont été voir Cathy Jurado. C'est intéressant. Elle a tourné avec Buñuel, hein, c'est pas rien de tourner avec Buñuel. Alors, c'est pas la seule actrice qui a joué dans des westerns qui a tourné avec Buñuel. Pour la petite histoire, Zachary Scott, qui est un bon acteur de western, a tourné avec Buñuel aussi au Mexique, dans La Joven. C'est donc La jeune fille, un film mexicain. Et il y a un autre acteur américain qui a tourné avec Buñuel, mais je vais pas dire son nom, mais je le dirai plus tard, ce sera la devinette du jour. C'est un acteur qui a joué avec Alan Ladd dans un western, et qui a tourné aussi avec Buñuel. Je le dirai plus tard, c'est juste pour mettre un petit point d'interrogation un peu rigolo. El Bruto, c'était bien d'en parler. Alors bon, c'est le summum de la carrière mexicaine de Cathy Jurado, hein. Et après, donc, à ce moment-là, 52, 53, Cathy, elle est sur les rails, elle est aux États-Unis et elle va jouer dans plein de films, et notamment des westerns. Voilà, alors il y a les rebelles de Sant'Antone, c'est un république. Bon voilà, ça c'est sur la foulée de High Noon. Elle commence à avoir des rôles aux États-Unis, des grands rôles. Hein, là, elle est quatrième au générique, c'est pas mal. Bon, je l'ai pas vu depuis un moment ce film, mais je me souviens qu'elle a un peu un rôle qui est pas très éloigné de celui du Train sifflera 3 fois, à la différence que là, Rod Cameron, il est vraiment amoureux de Cathy Jurado. Hein. C'est plus un amour qui est terminé comme avec Gary Cooper dans Le Train sifflera 3 fois. Il y a une attirance. Et alors surtout, c'est Arlene Whelan qui joue la femme blanche, donc la contrepartie pour le héros de Cathy Jurado, enfin plutôt le reflet anglo-saxon de la mexicaine. Et le rôle de Arlene Whelan, c'est une femme assez tordue, hein, assez ambiguë. Alors que bon, ça n'a pas du tout la pureté de la rôle de Quaker qu'avait Grace Kelly. Donc voilà, c'est encore une rivalité avec une femme blanche. Bon, alors je dis pas cette fois-ci parce que le film est moins connu avec qui partira à la fin Rod Cameron, mais bon, il y a beaucoup de points communs. Enfin, moi j'en trouve en tout cas dans la démarche avec Le Train sifflera 3 fois. Et puis c'est un film, hein, on voit Rodolfo Acosta, on voit Bob Steele, hein, on voit Harry Carey, on voit des classiques, des acteurs de la grande époque aussi du western. Harry Carey Junior, hein, pas Harry Carey Senior. Qui est déjà mort en 53. C'est un film qui est assez difficile à voir. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous en souvenez, mais il est quand même bien. C'est-à-dire que ce film, je l'ai vu, mais je ne m'en souviens plus. Vraiment, je ne me souviens plus. Je sais que ça ne m'avait pas déplu, mais voilà, quoi, je ne peux pas dire grand-chose. Ouais, moi c'est un petit peu pareil, je l'ai vu, mais j'ai assez peu de souvenirs. Là, on voit sur cette affiche qu'ils ont joué sur le fait qu'elle tournait dans Le Train sifflera 3 fois, sur la droite, là, avec That High Noon Girl. Oui. Mais ce que je voulais noter, c'est qu'elle joue aux côtés d'un autre acteur mexicain que l'on retrouve dans plein de westerns. Cet acteur, je pense que vous le connaissez forcément. Le voici, il s'appelle Rodolfo Acosta. Oui, l'aigle solitaire surtout, oui. On se demande bien pourquoi. Oui. Oui, non, c'est un acteur que j'aime bien, un Mexicain qui représente vraiment le Mexicain. Et puis, ses films sont bons, j'en ai vu pas mal, je me souviens pas parce que c'est pas toujours la vedette, excepté, je crois qu'il a fait un film, je me souviens plus, où il était en vedette, un espèce de film noir, qui était film noir ou dur, hein. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a sa place dans tous les westerns, et même en indien. Il fait très, très bien l'indien aussi.
Il était en indien dans Les Rôdeurs de la Plaine, dont on a parlé dans notre 4e podcast. Après, Santoné, bon, je pense on peut regarder quelques films qu'elle a dû encore tourner. Je crois qu'il y a Le Sorcier du Rio Grande aussi, qui est vers de cette époque-là, qui a dû être tourné dans 53. Un film qui a ses amateurs, mais qui a aussi ses détracteurs, parce qu'on a dit que c'est un film raciste. Je ne sais pas si vraiment c'est le cas. Moi, je trouve que c'est pas mal fait. Donc, là encore, je crois qu'elle s'appelle Nina dans ce film, Cathy Jurado. Je pense que là, ils ont fait fort. C'est une métisse mexicano-apache. Alors, ce qui est pas idiot d'ailleurs, hein, parce que il faut savoir que les Apaches, ils enlevaient des femmes mexicaines, hein, ils les kidnappaient, quoi. Ils les prenaient avec eux, et ça donnait lieu à la naissance de métis. Hein. Il y en a eu beaucoup. Donc voilà, donc elle a un rôle comme ça. Bon, le film est assez bien documenté. Bon, c'est un film de mec, hein. C'est Charlton Heston contre Jack Palance. Elle est tout de suite après, Cathy Jurado. Elle apporte aussi un peu ce qu'elle amenait dans Le Train sifflera 3 fois, quoi. Il y a une sorte de sagesse qu'elle amène. Elle essaye de discuter avec les uns, avec les autres. Elle représente autre chose que la guerre et la mort. Parce que quelque part c'est ça le sorcier du Rio Grande, hein. C'est la haine de deux personnes, hein, de Charlton Heston et de Jack Palance qui se haïssent, et quelque part c'est aussi presque l'affrontement des irréconciliables, hein, les Apaches et les soldats. Voilà, c'est un film qui est intéressant, qui est tiré d'un roman aussi qui a donné lieu à une autre adaptation qui est beaucoup plus intéressante que celle-là. C'est le même roman qui a donné lieu à Führer Apache de Robert Aldrich avec Burt Lancaster. Ils ont pris le même roman, c'est une approche un peu différente, mais bon. Le Sorcier du Rio Grande, c'est un film qui a ses amateurs. Bon, moi je suis pas un grand fan quand même, hein, parce que je trouve que c'est un peu caricatural quelque part. Hein. Bon, par contre, il montre un héros assez antipathique, hein, parce que Charlton Heston est pas très sympa et il est assez dur. Mais c'est le personnage du livre. Hein. Oui, moi je l'ai trouvé pas trop mal, pas trop mauvais, je veux dire. On sent ces deux personnages très très violents, mais on sent du respect l'un pour l'autre, et il y a quelque chose dans son film et de la rivalité. Ils sont pareils, ils sont égaux en fait, tout en étant indien, l'autre raciste. On sent tout ça, mais on sent une certaine lutte et de respect dans ce film. Mais bon, c'est pas l'avis de tout le monde, puisque c'est un film quand même un peu raciste. Mais moi, je le vois quand même un peu autrement. Oui, c'est pas faux. On peut parler de La Lance brisée ? Oui, La Lance brisée, là, Cathy Jurado a un rôle un petit peu de bourgeoise mexicaine arrivée, et elle fait... Et avec Spencer Tracy, le couple fonctionne bien. Hein, je veux dire, autant la personnalité très forte des deux. Bon, après, il y a Richard Widmark et Robert Wagner, hein, mais les frères. Mais on sent justement encore dans ce film, c'est encore elle qui a le dessus. C'est vraiment, elle est puissante. Elle impose sans trop parler. Elle a quelque chose. C'est elle qui vraiment est le centre du film. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est une indienne même. Hein. Je pense que c'est une indienne, me semble-t-il. Sur les photos, là, on voit bien, j'aime bien. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il l'ait choisi. Pour être face à Spencer Tracy, il faut quand même... Oui, il faut pas... C'est un film que je connais, je l'ai vu. Honnêtement, je le trouve un peu lent. C'est un western, bon, il y a beaucoup de dialogues, il y a de belles scènes, hein, il y a de bons acteurs, mais bon, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Je trouve que c'est un peu lent, c'est un peu lourd. Bon, Edward Dmytryk, il a fait de bons films, hein, c'est pas la... Oui, mais moi je l'aime bien. J'aime bien ce film parce que il y a un côté familial. On sent que c'est une histoire de famille, oui. Voilà. Et c'est agréable à suivre petit à petit, quoi. Ça change un petit. Moi, j'aime bien. Et est-ce que vous savez de quel film est tirée La Lance brisée ?
Oui, ça me dit quelque chose. Oui, Un film noir. Ah oui, avec Edward G. Robinson. Exactement. Non Oui, et Richard Comte. Oui. Mais je me souviens c'est plus ça. du titre. Qui faisait le rôle de Cathy Jurado? Je crois que c'est Suzanne Hayward. Ah oui, d'accord. Bon, ouais, la c'est comparaison quand est même- un peu difficile à faire. Ah, Suzanne Hayward, c'est quelqu'un. Non Alors, The Man from Del Rio, c'est un film, pour être franc, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ce film. Je trouve qu'il est un peu bancal. Il est pas, enfin bon, l'histoire est un peu tirée par les cheveux. C'est un peu bancal. C'est bon, c'est pas formidable. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important dans ce film, me semble-t-il. C'est qu'on est dans un film américain, dans un western. Et les deux personnages principaux, et même les deux acteurs principaux, ce sont des acteurs d'origine hispanique. Enfin bon, Anthony Quinn, il est à moitié mexicain, hein. Mais bon, il est à 50% mexicain, donc et puis il est assimilé souvent à un acteur mexicain. D'ailleurs, ce serait le seul acteur mexicain, même s'il n'est pas complètement mexicain, qui est accédé au statut de superstar. C'est pas le cas des autres. Et il y a Cathy Jurado. Donc, je trouve ça très intéressant dans un western américain que les deux personnages principaux, ce sont des Mexicains. C'est peu courant quand même, hein. Sinon, le film lui-même, je l'aime pas beaucoup. Alors bon, Cathy Jurado, là, elle a un rôle un peu de femme de caractère, hein. Elle est toujours très très sensuelle, mais bon, elle se bagarre. Les relations avec Anthony Quinn, le personnage d'Anthony Quinn, elles sont un peu violentes, hein. Ils se mettent des baffes. Enfin bon, c'est quand même bon, c'est intéressant par le fait qu'ils soient tous les deux mexicains, enfin d'origine mexicaine. Pour le film lui-même, bon, c'est plutôt pas une grande réussite de mon point de vue. Mais bon, on a le droit de penser à autre chose, bien sûr. Je suis de ton avis, je n'aime pas trop non plus ce western. Je trouve que vraiment ça sent trop, si tu veux, le cabotinage de l'un et de l'autre. Vraiment, c'est Anthony Quinn, on sait qu'il est très bien, hein, mais il a tendance à en faire un peu trop. Et elle, là, c'est un peu trop aussi. Ça fait cabotin, c'est pas forcément très très agréable. Non, le film par lui-même, on le regarde, c'est vrai, mais c'est gênant, on le voit, on l'oublie, quoi. Voilà. D'ailleurs, je l'ai vu 2-3 fois, je me rappelle, mais je sais que ça cabotine. Alors après, il y a un western qui a une réputation assez mythique parce que c'est un western très rare et qu'il est... Alors, oui, il n'est pas sorti en DVD ici, je crois qu'il est sorti en Allemagne, mais dans une copie recadrée. Et d'ailleurs, toutes les diffusions télévisées de ce film ont été recadrées. Ce film qui s'appelle Dragon Wells Massacre, qui a été tourné en cinémascope initialement. C'est un western qui est tourné en extérieur, je m'en souviens, je l'ai vu il y a longtemps. En fait, c'est des gens qui sont dans une diligence, si je me souviens bien, puis c'est un voyage. Alors il y a Barry Sullivan, oui, qui a un rôle toujours un peu inquiétant, mais qui est très bien. Il y a Denis O'Keefe aussi, qui doit faire le héros. Cathy Jurado, je crois que c'est une des passagères de la diligence. Ah, donc là, j'ai vu qu'il y avait Mona Freeman qui jouait dedans, donc j'imagine qu'il doit y avoir encore une opposition ou au moins une comparaison entre les deux femmes, hein, la blonde et la brune, l'anglo-saxonne et la mexicaine. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais bon, c'est vrai que c'est un film qui a une bonne réputation, parce que en plus, je crois que c'est assez bien fait. Et Roy Schuster, le metteur en scène, il a fait quelques bons westerns. Et sa réputation, elle est aussi liée au rôle que joue Jacques Elam dedans, puisque c'est l'un des rares rôles où c'est un bon personnage. Ah oui, alors ça je m'en souviens. Oui. Je viens d'acquérir ce film, mais je l'ai pas encore vu, j'ai juste parcouru comme ça. Et apparemment, ça a l'air hyper sympa. Et on voit à un moment donné Mona Freeman et Cathy Jurado, une bagarre très sympa où on les laisse se battre et tout. Ça est très intéressant. Le film a l'air excellent. Elle se bagarrait, hein, Cathy Jurado, avec les mecs, avec les femmes, dans les films. Hein. Dans la vie, je sais pas, peut-être. Hein, il paraît qu'elle se bagarrait avec son mari, dont on parlera plus tard. Mais bon, dans les films, elle se bagarrait souvent. Hein. Et c'est un film qui a le mérite d'être construit sur une galerie de personnages. Dans mes souvenirs, effectivement, ça se passe tout le temps en extérieur. Oui. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de passages urbains. Et du coup, on découvre toute cette galerie de personnages.
Et là encore, je pense que Cathy Jurado, elle n'a pas été choisie pour rien. Elle a été choisie pour ses origines et, comme tu le disais, pour contraster avec Mona Freeman. Donc oui, c'est un film qui vraiment mérite d'être vu. Et ensuite, il y a un film qui va plaire à Yves. Bon, ben là, je crois il faut le laisser parler, hein, parce que de toute façon, si on commence, il va pas nous laisser parler. Non, mais... On te donne la parole. Bon, bah, c'est un western très bien, surtout il y a Ernest Borgnine, et ce qui est sympa, c'est que Cathy Jurado, je pense, ils se sont rencontrés sur ce film et sont mariés un peu après sur ce film. C'est un excellent western, mais cette fois-ci, je vais faire une entorse à Cathy. Je trouve qu'il y a dans ce Badlanders une femme magnifique qui s'appelle l'actrice Claire Kelly. Et Claire Kelly, elle est belle, mais belle comme c'est pas possible. Sinon, c'est un bon western. Hein. C'est le remake de Quand la ville dort. Ça n'a rien à voir, mais bon. Et Alan est fidèle à lui-même dans ce film. En gros, je vous laisse la parole, voilà. Je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a dit la dernière fois, c'est qu'on voit bien quand même la personnalité d'Alan Ladd. Là, en fait, c'est encore, bon, dans ces années-là, il est encore tout en haut de l'affiche, encore un des grands acteurs. Hein. Après, ça va diminuer un petit peu, mais et voilà, hein, il y a Borgnine qui joue avec lui, et les deux rôles ont la même importance. Hein. Et ils sont tous les deux au même niveau. Et Borgnine, il a des scènes formidables. Et là, il le laisse s'exprimer, etc. Alors que c'est quand même une star plus importante que Borgnine. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment lui rendre hommage à Alan Ladd. Il n'y en a pas beaucoup qui fait ça, hein, qui font ça. Très belle photo. Et là, c'est pas le même genre que Kirk Douglas, je veux dire. Non, c'est pas le même genre. Mais si tu veux, là, je le trouve bien, quoi. Il a l'air heureux, alors que bon, il avait des problèmes. Bon, il était mal dans sa peau. Bon, on le sait. Mais là, on voit qu'il est détendu. Et puis les autres, ils ont l'air bien aussi. Hein. C'est formidable. C'est vrai. Là, aime beaucoup l'amitié. Et on sent qu'il y a le tandem fonctionne bien. Voilà, là, il n'est pas superficiel. Non. Aucun problème. C'est bien, d'ailleurs. Le film par lui-même est bien. Hein. Oui. Ça fait beaucoup pour la carrière d'Ernest Borgnine, en plus, ce film. Oui, beaucoup. Il a joué après des vedettes dans les films. C'est vrai. Parce qu'il est à égalité. Oui, à égalité. Il a un rôle où il est très bon aussi, Borgnine, c'est dans Jubal, avec Glenn Ford. Un peu pareil. Glenn Ford est un peu aussi le personnage comme ça. Et les deux sont réalisés par Delmer Dave. Très, très bon western. Donc voilà encore un beau rôle pour Cathy Jurado. Et donc, effectivement, comme tu le disais, elle s'est mariée avec Ernest Borgnine. Ils ne sont pas restés mariés très longtemps, je crois. 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas trop. Mais on sent qu'elle est heureuse dans ce film. On la sent détendue. C'est rare, d'ailleurs, de l'avoir jouée comme ça. Elle est bien dans ce film. Ah oui, complètement. Bah, tiens, voilà, on les voit là en train de trinquer. Voilà. Enfin là, ils s'entendent bien, mais il paraît que ça faisait quand même leur scène de ménage faisait les choux gras des gazettes. Hein. Et comme c'était 2 fortes personnalités, de fort tempérament, ça devait pas être triste tous les jours. Ouais. Des photos sympathiques, ça. Oui, pas mal. Bien. Alors la vengeance de visage, bon, je crois qu'on sera d'accord pour dire que c'est un sommet du western. Oui. Un western qui est particulier, qui est original, sur plein de plans, sur tous les plans, sur le fond et sur la forme. Ce qui est intéressant, c'est que Cathy Jurado fait une Mexicaine. Il y a une autre actrice qui joue dedans, qui fait sa fille, Pina Pellicer, qui est pas beaucoup tournée. Je crois qu'elle est morte assez jeune et qui joue aussi là-dedans. Donc 2 Mexicaines. Bon, ce qui est intéressant, c'est la relation entre Brando et Malden, hein, qui est un des face-à-face les plus forts, à mon avis, de tout le western. C'est une tension qui monte de façon permanente et qui explose à la fin. Enfin, c'est très très bien. Les décors sont originaux. Il y a des tas de bons acteurs. Hein. Il y a aussi Ben Johnson qui joue dedans. Cathy Jurado, elle est assez apaisante dans ce film. Elle est assez apaisante parce que elle est au milieu de la tourmente en fait. Hein. Elle sent la tension, elle sent que ça va être terrible et en plus elle joue quelque part sa situation sociale parce que bon elle s'est mariée avec Karl Malden qui a un passé assez louche et
Et tout ça va être remis en cause par l'arrivée de Brando, le retour de Brando, et elle sent un petit peu que tout va lui échapper. Et en même temps, elle sent aussi qu'il faut quand même qu'il y ait une justice. Donc c'est un rôle difficile, et ça se passe bien, elle s'en sort bien, hein. Et on se souvient bien d'elle encore, hein, on se souvient bien d'elle. Ces scènes avec Karl Malden, c'est des scènes qui sont assez tendues, et ils sont tous les deux très très bien. Et bon, hein, on voit toute la force du personnage d'un côté des Karl Malden et de l'autre de Cathy Jurado qui fait quelqu'un qui veut pas tout perdre, mais bon, qui est quand même ébranlé. Et ça c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce film. C'est un merveilleux western. Il n'y a rien à dire, c'est formidable. Cathy Jurado est aussi... C'est vrai qu'elle a un rôle particulier, mais apaisant, comme dit Marc. Mais Marlon Brando, je trouve, tout en étant dur, on sait pourquoi, la raison, c'est vrai qu'il est comme ça un peu, ressemble un peu à Cathy Jurado. C'est le même style de force, de volonté. Bon... Je veux dire, Cathy Jurado a peur de tout perdre mais elle voit quand même que Karl Malden n'est pas un homme comme elle espérait, quoi. C'est quand même Et elle a quelque chose, elle a peur pour sa fille. Bon, l'actrice qui joue la fille de Cathy Jurado, dans le film, ça me gêne un peu, je la trouve pas top, mais bon, ça va bien avec le film. Ça va. Mais bon, ils en ont remis une autre. Pour moi, ça aurait été un peu... Je ne veux pas refaire le film. Le film est vraiment formidable, il n'y a pas de défaut. On finit même par l'apprécier. C'est spécial, c'est particulier. Au début, ça m'a choqué un peu, cette actrice-là. Et puis après, je m'y suis fait. Mais le film est tellement beau. Et puis, dans ce film... c'est beau, on voit la mer, on rêve. C'est rare de voir la mer dans les westerns, on le voit quelquefois, mais là, c'est poétique, c'est bien amené. C'est plus le désert. C'est un film magnifique, surtout pour Marlon Brando, quand même grandiose. Ben Johnson est fidèle à lui-même, il est magnifique dans ce film. Le Mexicain là qui joue là, qui fait le copain de Marlon Brando, c'est grandiose. Je trouve, voilà, quoi. Ça m'a plu, beaucoup plus. C'est un très bon film que je revois assez souvent. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. C'est un western très particulier qui a un certain ton, qui est une œuvre de Marlon Brando, vu qu'il était derrière la caméra et devant. Et puis ça a été un projet assez costaud à mettre en œuvre. Il y a une histoire assez longue sur le film, donc je pense qu'il ne faut pas se priver de le voir et de le revoir. On revient en 1953 avec un film cette fois mexicain qui s'appelle El Corazón y la Espada. Et ce film, c'est le premier film tourné en 3 dimensions au Mexique. Oui, car la 3 dimensions n'est pas restée qu'aux États-Unis. Le titre mexicain veut dire le cœur et l'épée. C'est pas un film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui mérite d'être mentionné. Elle y incarne un rôle qui résume, à mon sens, sa carrière. C'est une femme forte qui ne se laisse pas faire, et voire même un garçon manqué à certains aspects. On le voit sur ces scènes, puisque on lui donne l'occasion de manier l'épée, et elle est très à l'aise dans les scènes. On va pas dire des scènes d'action, mais presque. Il y a des scènes où elle court, où elle se bagarre avec d'autres personnages. La 3D de ce film, elle est vraiment fabuleuse. J'ai découvert le film il y a une semaine ou deux avant de faire ce podcast. Et la profondeur de champ, elle est très très bien travaillée. Il y a beaucoup de jets de projectiles vers la caméra. Alors on va dire que ça fait gadget, mais non, je trouve que ça apporte pas mal de choses au film. Et puis c'est sur la qualité du film en lui-même, c'est un film qui est un peu dans l'esprit du corpus de films Universal sur les 1001 nuits, donc tous les films avec Piper Laurie, Rock Hudson, Tony Curtis. Avec Maria Montes, encore avant, avec John Hall, etc. Oui. Voilà, ça vaut pas ces films-là parce que c'est en noir et blanc et que le budget il est limité. Ça se passe quasiment tout au long du film au même lieu. C'est presque du théâtre d'ailleurs. Mais voilà, il y a quelques scènes bien jouées. Et puis elle est opposée à César Romero,
qui est pas mal dans le rôle. Et d'ailleurs, il y a cette scène où je vous ai mis le sous-titre. Il cherche à découvrir un butin d'or. Et César Romero dit à Cathy Jurado, You don't need gold to be beautiful. Tu n'as pas besoin d'argent pour être belle. Donc c'est pas mal comme réplique. Et là, on voit bien sa faussette là, sur la photo. Elle est géniale. Oui. Très observateur, oui. Et César Romero, j'ai oublié de mentionner qu'il est américain, mais d'origine mexicaine, comme vous le savez. En 1955, elle tourne 2 films, un qui s'appelle The Racers avec Kirk Douglas d'Henry Hathaway, que je n'ai pas vu, Le Cercle Infernal. Je l'ai vu, mais il y a longtemps. C'est pas un truc d'automobile? Oui, ça l'est. Ok. Et d'ailleurs, il y a Gilbert Roland et César Romero dans ce film. Et elle fait un autre film la même année qui s'appelle Trial, Mon fils est innocent, avec Glenn Ford. Je voulais mentionner ce film qui est très intéressant. La MGM, c'était un studio qui ces années-là, essayait de diriger des drames un peu contestataires, comme vous connaissez très probablement Graines de violence, Blackboard Jungle, qui est également avec Glenn Ford. Bah là, c'est un peu la même catégorie de film, un film réalisé par Mark Robson sur le racisme, le communisme, la corruption et le lynchage, donc pas mal de thèmes. Voilà, pour moi, c'est un film qui est représentatif de l'âge d'or de la MGM. On a un casting qui est vraiment royal. C'est pas le meilleur rôle de Cathy Jurado, vous en doutez. Elle est finalement assez peu présente dans le film qui privilégie son trio d'acteurs principaux. Mais voilà, je voulais mentionner ce film qui a une histoire vraiment intéressante. Alors après, on repasse dans les années 60. Alors oui, Barabbas, c'est un film intéressant, hein, parce que Cathy Jurado joue avec son mari. Ils étaient encore mariés, et même, je crois qu'ils avaient monté une maison de production. Et ils s'étaient associés à De Laurentiis, donc le producteur italien. Et ils avaient donc, ça faisait partie des films qu'ils ont produits. Alors c'est De Laurentiis qui produisait le plus gros, mais ils avaient une participation et ils ont effectivement tourné tous les deux dans Barabbas de Richard Fleischer. Ça commençait à revenir à la mode, les gros péplums. C'était Anthony Mann, on a tourné aussi. Je l'ai vu, j'en ai pas un grand souvenir. On voit encore Cathy Jurado là, qui est au milieu d'hommes un peu patibulaires, mais ça fait ressortir sa beauté. Donc je pense qu'elle est bien mise en valeur. Tout ce que je me souviens de ce film, je l'ai vu. C'est un péplum, mais je me souviens de la voix qu'il avait et la voix française. Barabbas, il faisait une grosse force. C'est tout, mais le film m'a pas emballé non plus, quoi. Dans les années 60, donc on a parlé tout à l'heure, elle est passée de nouveau sur Le train sifflera 3 fois dans un téléfilm en 66. Et il y a un western qui s'appelle Smokey avec Fier Parker en France. Oui, parce qu'on voulait pas donner son prénom officiel pour pas que les gens se fassent rire. Moi, il m'avait laissé un bon souvenir. Alors, de base, j'aime bien les westerns de ce style où les chevaux ont un rôle important. Il y a la dernière fois, je vous parlais de Black Horse Canyon, Red Canyon, et celui-ci, d'ailleurs, qui est réalisé par George Sherman, qui avait déjà fait Red Canyon. C'est dans le même ton. Cette fois, on est à la Fox. Mais c'est un film qui respire la nature. C'est un western moderne, si mes souvenirs sont bons. Ça doit être un des derniers de Sherman, hein, vu l'époque. On est en 66. Oui, c'est quand même un des derniers de Sherman. Ouais. C'est un peu plus tard au Mexique qu'elle a fait les enfants de Sanchez. Oui, Los Hijos de Sanchez. Ça, c'est vraiment un très très beau film. Je vous encourage à le voir si vous pouvez. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver. C'est d'après un roman assez célèbre, hein. Un roman d'un gars qui s'appelle Oscar Lewis, qui est malgré son nom mexicain, je pense. On voit une belle brochette d'acteurs mexicains, puisque on voit Dolores Del Rio, on voit Cathy Jurado, on voit d'autres actrices mexicaines. C'est une belle histoire, hein. C'est une famille de Mexicains avec une sorte de patriarche macho et
et ses relations avec ses enfants et sa famille. C'est c'est un peu naturaliste comme film, mais c'est vraiment bien fait. Hein. Et c'est un film d'un Américain quand même. Hein. C'est Al Bartlett qui a fait des westerns d'ailleurs, qui a fait ce film. Bon, il n'est pas très connu, mais il est bien. Moi, je trouve que c'est un des derniers beaux rôles de Cathy Jurado dans les années 60 et après. Elle a fait des allers-retours entre les États-Unis et le Mexique. Elle a fait des films au Mexique. Elle a fait des films aux États-Unis. Donc, c'est après sa séparation avec Ernest Borgnine. Bon, elle a commencé à vieillir. Elle a fait un film alors, qui était raté, mais qui était ambitieux. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film de John Huston qui s'appelle Au-dessous du volcan. Ah oui. Ah oui. Avec Albert Finney, oui. Jacqueline Bisset. Exactement. Alors, en fait, elle a un second rôle dans ce film. Elle est pas mal. Alors, c'est souvent un problème qu'il y a. Bon, le roman, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre de la littérature du XXe siècle. Hein. C'est un bouquin de Malcolm Lowry qui s'appelle Under the Volcano. Houston, qui aime bien les défis, hein, il avait bien adapté Moby Dick. Il a essayé d'adapter le roman de Lowry, mais bon, honnêtement, je pense qu'il s'est planté. Le film est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec l'ampleur et l'ampleur du roman. Mais bon, tourné au Mexique, c'est honorable, mais c'est pas un grand film. Moi, j'ai bien aimé. Il faut dire que il y a Cathy Jurado et Jacqueline Bisset, c'est Oui. pas mal. Les décors, quand même, sont sympas. Oui, c'est magnifique le décor. On ne peut pas faire autrement que de citer aussi son apparition dans le film de Peckinpah, qui est marquante. Donc dans Pagarette et Billy the Kid. Bon, on en reparlera peut-être tout à la fin, parce que il y a quelque chose d'intéressant à souligner dans ce film. Elle joue dans ce film. Hein, je crois que son rôle est quasiment muet d'ailleurs. Elle connaissait Peckinpah parce qu'elle avait tourné à la télévision dans L'homme à la carabine, dont on parlait à l'occasion du podcast sur Julie Adams, et elle a tourné dans un épisode réalisé par Peckinpah. Donc ils se connaissaient, ils avaient déjà travaillé ensemble, et il lui a donné un très beau rôle, court, muet, mais marquant. Elle a aussi joué dans un film, alors qui est pas vraiment un western, mais c'est un western moderne. C'est un de ses derniers films qui s'appelle The Hill Country de Stephen Frears. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est avec Woody Harrelson. C'est un western moderne. C'est un western qu'il a dû tourner quelques années avant sa mort aussi, qui est plutôt réussi, hein, qui est assez âpre, qui est assez dur. Oui, voilà. Et puis bon, elle a tourné beaucoup de films au Mexique après, dont qui sont pas venus jusqu'à nous, qui sont sûrement sortis aux États-Unis. Parce que j'avais vu là, au Nouveau-Mexique justement, dont on parlait, il y a une forte population hispanique. On voyait les affiches de cinéma avec des films mexicains de Cathy Jurado de ces années-là. Elle est morte au Mexique d'ailleurs. Hein. Elle a tourné beaucoup au Mexique et un petit peu aux États-Unis. Donc voilà, bon, dans ses derniers films, elle est assez marquée. Hein, c'est quand même une vieille femme. Mais elle a toujours un peu ce côté particulier. Hein. Je disais, quand elle était jeune, elle était très attirante, et quand elle a vieilli, elle est devenue un peu inquiétante. Mais bon, elle a toujours été une grande actrice. Avant de dire un dernier mot sur Cathy Jurado, je vais simplement donner le nom de l'acteur qui a joué dans des westerns et qui a joué avec Louise Buñuel et qui a joué avec Alan Ladd. C'est Don O'Leary, qui est un acteur qu'on a vu dans le cinéma américain et qui joue dans Les Hors-la-Loi et qui a fait Robinson Crusoe dans une adaptation qu'a faite Louise Buñuel au Mexique. Terminer sur Cathy Jurado, je voudrais juste revenir sur son rôle très très court qu'elle a dans Pat Garrett et Billy the Kid, et sur une séquence dont on a déjà parlé. Dans l'histoire, Cathy Jurado est retirée dans une petite ville du Mexique, du Nouveau-Mexique, avec Slim Pickens, qui fait son mari, qui fait le shérif. Et ils vivent paisiblement là, même s'il est shérif, mais bon, il n'en a que le nom. Et donc un jour, Pat Garrett vient le voir pour lui demander d'arrêter avec lui un hors-la-loi qui s'est réfugié là.
et ça se passe très mal. Enfin, le Orlalo est tué, mais Slim Pickens est aussi atteint d'une balle. Et donc, voilà, une séquence dont on a parlé, c'est la mort de Slim Pickens. Bon, c'est une séquence de cinéma comme on n'en voit pas souvent, par sa profondeur, par sa densité, par son émotion. Parce qu'il y a tout dans cette séquence. Hein. On voit Slim Pickens qui meurt près de la rivière, qui se tient le ventre et qui sent la vie partir, qui regarde autour de lui, qui voit la rivière, qui voit sa femme, donc Katy Jurado, et qui meurt. Là-dessus, la photo est magnifique. On entend pour moi, l'une des plus belles chansons qui était composée au XXe siècle, c'est Knock Knock Talk at the Heaven's Door de Bob Dylan, qui était composée pour le film et pour cette séquence. Et voilà, c'est une séquence qui a tout. Hein. On voit la sensibilité de Peckinpah, qui en avait beaucoup, dans cette séquence. Et on voit le personnage interprété par Katy Jurado, qui regarde son mari mourir, alors elle avait une vie paisible avec lui, qui meurt près de la rivière. Elle le regarde partir. Elle a le visage inondé de larmes. On voit toute la profondeur de ce qu'elle ressent et même de sa tristesse, peut-être même de son désespoir. Et on voit l'actrice qu'on a vue au début. Hein, souvenez-vous, au début, on la voyait assez sensuelle, assez pétulante même. Hein, c'était une autre femme. Et là, on voit une vieille femme qui pleure, et c'est pourtant la même actrice. Et elle est complètement bouleversante. Elle est complètement bouleversante. Et cette séquence-là, c'est l'accumulation de plusieurs talents. Hein. C'est du metteur en scène, de la musique, du directeur de la photographie et des acteurs. Et là, Katy Jurado, elle a toute sa part. Et on voit que c'est vraiment une très grande actrice qui, voilà, c'est les acteurs qu'on aime, c'est le cinéma qu'on aime, c'est ça que nous aimons. Et voilà, c'est un symbole magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire parce qu'il suffit de regarder son visage, de de voir son parcours. Elle arrive là. Bon, voilà. Il faut juste, il n'y a plus rien à dire, quoi. Faut rester silencieux et juste la regarder. Dans ces films, il y a assez peu de séquences où elle est vulnérable comme ça. Ah oui, 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 absolument. Et en plus, c'est ce qu'on disait, elle a un rôle quasiment muet. C'est une femme assez dure, même dans ce film, parce qu'on voit qu'elle donne un coup de main à son mari pour attraper Je crois même qu'elle tue un des bandits. Mais bon, voilà. À la fin, c'est quelqu'un d'autre. Et vraiment, moi, c'est une séquence. Alors, je ne veux pas la regarder trop souvent parce que c'est comme une belle peinture ou un beau morceau de musique. Voilà, ça se mérite. Il faut attendre un petit peu et la revoir. Mais je m'en lasse pas. Hein, et c'est vraiment et c'est elle, quoi. Je me souviendrai, je pense toujours d'elle dans ce film pour ce court rôle plutôt même que pour ses grands rôles, parce que voilà, c'est un aboutissement. Je pense qu'elle laisse un héritage incontestable, qu'elle a toujours incarné des femmes qui avaient du cran, de la poigne, et que ça contrastait en fait avec les stéréotypes de l'époque. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle elle est moins connue aujourd'hui du grand public. Et au final, il n'y avait pas beaucoup d'actrices comme elle qui avaient cette facette de femme tenace. On pourrait citer Audrey Tauter ou des stars comme Joan Crawford ou Betty Davis, mais qui étaient quand même plus glamour que Katy Jurado. Oui. Donc je trouve qu'elle restera quand même unique. C'est une grande dame pour le Mexique. Le compositeur mexicain Juan Gabriel avait d'ailleurs écrit une chanson Que chula es Katy, qui veut dire qu'elle est mignonne Katy, en 1998 pour lui rendre hommage. Ouais, c'est enfin ce qu'il écrit, c'est tout à fait elle. On peut l'écouter sur YouTube notamment. Et je voulais terminer par une citation d'Ernest Borgnine, qui était son mari pendant quelques années. Il avait résumé l'actrice en quelques mots: une femme superbe, mais une tigresse. Ouais. Je pense qu'il était bien placé pour en parler. Alors pour moi, Katy, c'est une très grande dame du cinéma et une grande chance pour le Mexique aussi, parce qu'elle a vraiment, hautement gagné ses galons à l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Et elle représente, pour moi, très bien le Mexique.
Et le Mexique, son pays natal, peut être fier d'elle, comme elle doit être fière d'être mexicaine. Voilà, c'est important de parler d'elle, hein, c'est bon. On la connaît quand même, elle est marquante, mais bon, c'est bien d'en parler aussi. Et lui consacrer, elle mérite largement un podcast. Gracias à tous les deux d'avoir abordé Cathy Jurado. Je pense que ce soir nous lui avons rendu un bel hommage. Merci donc à Marc et Yves pour ce travail de présentation. Si vous aussi vous avez envie de parler d'un autre sujet ou d'un autre thème, une autre actrice par exemple, n'hésitez pas à nous écrire sur le forum. Nous espérons que ce podcast vous aura plu. Rendez-vous très bientôt pour d'autres actrices et d'autres thèmes. Excellente soirée à tous et vive le western!